Patrick Caner, tout est parti d'un contrôle policier. Hier soir, il était 20h30. Des émeutes à Nantes, dans le quartier de Breil. Des CRS qui patrouillaient la cité ont voulu contrôler le conducteur d'un véhicule. Le jeune âgé de 22 ans qui aurait été touché au cou est décédé. Évidemment, nuit d'émeute. Vous avez été ministre de la Ville. Je rappelais que vous êtes un ancien ministre. Est-ce que, de votre temps, c'était il n'y a pas si longtemps, vous aviez listé les quartiers à problème ? Vous savez, les quartiers dits sensibles en difficulté sont 1500 en France. Alors tous ne présentent pas des phénomènes de délinquance ou de difficultés sociales majeures. Heureusement, ce sont des quartiers qui ont plein de potentialités. C'est d'ailleurs pour cela que je pense que la politique de la ville est bien utile. Et aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur cette politique ne vont pas améliorer les choses. Pour revenir au phénomène nantais, pour un ministre de la ville, c'est l'élément qui fait peur. C'est-à-dire un jeune qui meurt, quelles que soient les circonstances. C'est à la justice, à la police, à l'IGPN de vérifier, de contrôler les circonstances qui ont amené à cette malheureuse disparition et les phénomènes qui se sont suivis. Donc on a là un phénomène d'inflammabilité. Nous avons des quartiers inflammables dans ce pays. Vous les appelez les quartiers inflammables ? Ah oui, bien sûr. Ils sont le quartier où il y a des taux de pauvreté très importants, des quartiers où il y a beaucoup de chômage. Donc attention, danger. Et en même temps, s'il y a eu des menaces contre des policiers, la légitime défense est tout à fait aussi potentielle. Donc attendons la suite de l'enquête et nous verrons bien ce qu'il en donnera. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure a été dévoilé. Policiers et gendarmes sont au bord de la rupture, moyens insuffisants, rythme de travail pénible. Est-ce urgent d'y remédier et comment la presse quotidienne régionale s'en fait l'état ce matin? Ce rapport est sans concession. C'est un de mes collègues socialistes, Michel Boutan, qui l'a présidé avec un rapporteur LR, M. Grosdidier. Il est évident que la police a subi des coupes inacceptables, sans vouloir faire de polémique. Quand on supprime 12 ou 13 000 postes sous le quinquennat Sarkozy, nous avons, nous, recréé une dizaine de milliers de postes. Et il fallait le faire en urgence, naturellement. Mais ce qui s'est passé en plus, c'est la pression sur le terrorisme et la pression pour protéger les Français. Aujourd'hui, les forces de police et de gendarmerie sont au bout de ce qu'elles peuvent accepter. Patrick Caner, les forces de police, justement, étaient assez démunies jusqu'à présent contre le phénomène des rodéos urbains, qu'on connaît bien à Lille, mais aussi dans d'autres grandes villes françaises. Est-ce que vous voterez la proposition de loi que La République En Marche présente aujourd'hui à l'Assemblée pour durcir, pour caractériser cette peine et durcir les peines? Dans le milieu urbain, mais pas qu'urbain d'ailleurs, en secteur rural cela existe aussi, il y a ce phénomène d'incivilité absolue que représente le rodéo. Il y en a d'autres d'incivilité. Mais le rodéo, ça devient une plaie dans les villes et aussi dans les villages. Donc nous voterons, nous verrons bien le texte qui sortira, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Le texte passe chez nous, au Sénat, fin juillet, et nous voterons ce texte qui vient combler une lacune juridique sur la qualification, finalement, de ce type d'incivilité. Après... Et vous pensez qu'il doit y avoir unanimité pour voter ce projet? En tout cas, dans mon groupe, oui, puisque depuis de nombreuses années, les socialistes, qu'ils soient en responsabilité municipale ou départementale, veulent trouver une solution à ce phénomène de société qui est détestable et qui perturbe la vie des citoyens, et qui d'ailleurs est très dangereux pour les jeunes eux-mêmes, ils sont des jeunes en l'occurrence, mais aussi pour les passants tout simplement, qui ont une poussette et qui se retrouvent devant de gros calibres, permettez-moi l'expression, en termes de motorisation. Donc oui, nous voterons ce texte avec des améliorations que nous apporterons, nous essaierons de le faire. Fin juillet au Sénat. Fin juillet au Sénat. Autre actualité parlementaire, la commission mixte paritaire sur le projet de loi Asile et Immigration qui a lieu aujourd'hui, une loi durcie par la majorité sénatoriale. Vous souhaitez donc l'échec de cette CMP ? Je ne souhaite pas l'échec ou la réussite. Je constate qu'il y aura sûrement un échec, puisque au moment du vote au Sénat, la majorité parlementaire de l'Assemblée, entre guillemets, nous a fait savoir qu'il n'était pas question d'accepter le texte tel qu'il avait été durci, fermé par notre majorité sénatoriale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce texte voté par le Sénat ? C'est une loi qui se veut de fermeté, qui est une loi de fermeture. Très simplement. Elle ne répond pas aux vrais problèmes. On n'empêchera pas par une loi des migrants qui fuient les restrictions, qui fuient les dangers climatiques, qui fuient les dangers de la guerre, qui fuient la pauvreté, de venir sur notre pays.
pas de naïveté dans mon propos, mais je considère naturellement qu'il faut maîtriser les flux migratoires, comme nous l'avions fait d'ailleurs avec Bernard Cazeneuve dans le quinquennat précédent. Mais là, on a l'impression qu'on veut montrer les muscles en empêchant... Mais on voit quand même que cette affaire peut faire imploser l'Europe. Bon, il y a eu un sommet qui a abouti sur un accord, et on a l'impression que c'est un accord jusqu'à la prochaine crise, parce que chaque pays, finalement, a tendance à refermer ses frontières. On a un égoïsme national qui se développe. Est-ce que nous devons, nous, suivre cette logique-là? Je n'en suis pas certain, bien au contraire. Ce que nous voyons, c'est que Dublin est mort, ou en tout cas est en train de mourir, qu'il faut donc remplacer le modèle Dublin. Nous avons fait des propositions, d'ailleurs, dans le texte de loi qui n'ont pas été acceptées par la majorité sénatoriale. Il faut la création d'un droit d'asile européen. Escalité. Et aujourd'hui, vous avez raison, M. Fabre, on a l'impression que l'Europe peut se déliter sur les questions migratoires et qu'on voit aujourd'hui des populismes et des nationalismes qui sont très dangereux pour la construction. Mais un accord européenne. a quand même été trouvé à Bruxelles en fin de semaine dernière. Est-ce que pour vous c'est une vraie avancée ou est-ce que c'est juste un moyen de gagner du temps? Un accord sur le papier. Les hotspots, c'est nous qui les avions portés, là aussi avec Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire ces lieux d'accueil. Là, ils seront fermés. Nous verrons bien si nous pouvons aller jusqu'au bout. Simplement, il faut que la France prenne sa part et que le pays des droits de l'homme soit un modèle. Non pas, encore une fois, pour un accueil de toutes les misères du monde, sur la formule consacrée, mais de prendre sa part, comme le disait aussi Michel Rocard, prendre sa part dans ce qui est devant nous un phénomène majeur du XXIe siècle, 50-60 millions de personnes qui vont se déplacer. Un mot, Patrick Kanner, donc sur l'examen de la loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes. Il y a tout un débat, et notamment sur l'âge de consentement. Il faut un âge minimum pour vous? Nous allons défendre une présomption de non-consentement pour les jeunes de moins de 13 ans. Présomption de non-consentement. Ça ne veut pas dire pour autant que celui qui serait éventuellement mis en cause ne puisse pas se défendre. Mais voilà, nous voulons des règles claires, qui soient compréhensibles par tous les Français. Un jeune ou une jeune de moins de 13 ans ne peut pas potentiellement avoir accepté un acte sexuel avec un adulte majeur. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se pose la question. Oui. Vous savez, c'est un débat de juristes. C'est un débat de juristes. Il est respectable en tant que tel. Nous allons porter, avec Marie-Pierre de la Gontrie et Laurence Rossignol, nous allons porter des amendements qui vont dans ce sens. Nous verrons bien si nous serons écoutés dès cet après-midi, puisque le débat commence cet après-midi au Sénat. Oriane Mancini, la révision constitutionnelle a été adoptée en commission à l'Assemblée, où elle sera examinée en séance la semaine prochaine. Oui, 1400 amendements, 40 heures de débat. Est-ce que vous aussi, vous dénoncez un affaiblissement du Parlement avec ce texte? Oui, c'est la première fois depuis la création de la Ve République qu'on ne donne pas plus de pouvoir au Parlement. Je dirais même que là, on diminue le nombre de parlementaires et on leur donne encore moins de pouvoir. On touche au droit d'amendement, on touche à la navette parlementaire. Je ne veux pas rentrer dans un débat de spécialistes, mais globalement, la baisse des pouvoirs du Parlement, c'est automatiquement le renforcement du pouvoir exécutif. Et la question que je me pose, finalement, en dehors du débat de juristes, c'est est-ce que le président, qui parle souvent de start-up nation pour la France, est-ce qu'il veut gérer le pays, y compris sur le plan juridique, comme une start-up? C'est-à-dire que les corps intermédiaires ne viennent pas l'embêter dans sa volonté, sa frénésie presque réformatrice. Et est-ce que le Parlement dérange? Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même, il n'y a pas des choses à améliorer, notamment sur l'organisation du travail parlementaire? Est-ce qu'aujourd'hui ça vous satisfait, cette organisation? Mais nous l'avons fait au Sénat. Quand le président Larcher, à juste titre, dit qu'il y a des textes très techniques qui doivent passer en commission et de ne pas repasser en séance plénière, il a raison. On peut améliorer. Faut-il pour autant qu'il y ait les totems, et notamment ce fameux totem de la baisse du nombre de parlementaires? Alors votre groupe, justement, a lancé des consultations citoyennes pour voir un peu ce qu'en pensent les Français. Oui. Qu'est-ce qui remonte de ces consultations? Est-ce qu'ils attendent une baisse du nombre de parlementaires, justement? Non, et ils se moquent du droit d'amendement des parlementaires. Qu'est-ce que veulent les Français qu'on a consulté? Ce qu'ils veulent, c'est une constitution plus moderne, qui fasse vraiment la place à l'égalité homme-femme, qui permette le droit d'amendement citoyen, qui permette des référendums d'initiative citoyenne. En fait, faire de la République française une République encore plus démocratique. Elle est démocratique, mais encore plus démocratique avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, la tuyauterie qu'on nous présente, c'est une tuyauterie purement technique. Ce que veulent les Français, en tout cas ceux que nous avons consultés, qui ont bien voulu répondre à notre consultation, ce sont des améliorations. En quoi, moi, citoyen, je peux participer à l'élaboration de la loi? C'est ça le message que nous devons faire passer, tout en évacuant certaines scories de la Constitution, par exemple le mot race, mais qui a déjà été supprimé en commission à l'Assemblée nationale, qui va disparaître, je l'espère en tout cas, définitivement à partir du débat que nous aurons au Parlement. Emmanuel Macron s'exprimera lundi devant le Parlement
Parlement réuni en congrès. La France insoumise a décidé de ne pas aller écouter le monarque, comme ils disent. Est-ce que vous comprenez cette position, vous ? Non. Non, mais la France insoumise, si vous voulez, c'est l'extrême gauche de la posture, ou de la posture d'extrême gauche, vous le prenez dans le sens que vous souhaitez. Nous serons présents. Je m'exprimerai comme président de groupe, avec aussi pour l'Assemblée nationale Valérie Rabault, S-Qualité. Donc nous ferons notre travail. Moi, ce que je regrette, c'est que le président n'écoute pas les réponses des groupes, mais pour des raisons constitutionnelles. Il n'a pas le droit d'assister à ce débat. Et donc si le président prend l'habitude de convoquer le Congrès pour faire une sorte de discours sur l'état de l'Union, eh bien allons jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce soit non pas lui qui décide, mais que ce soit un rendez-vous régulier prévu par la Constitution, et à ce moment-là, il pourra écouter les réponses. C'est une suggestion que vous faites ? C'est une Faut le mettre dans la suggestion. révision constitutionnelle, ça ? Bon, écoutez, vous je ne suis pas suivi par tout mon groupe là-dessus. Parce que Vous êtes minoritaire dans votre propre groupe ? Certains pensent qu'il faut une séparation totale entre le président. Mais comme maintenant le président a le droit de convoquer le Congrès, et qu'il le fera tous les ans. Et qu'il le fera tous les ans, moi j'ai envie de dire, constatons cela et allons jusqu'au bout. En tout cas, nous serons présents. Et hier, y compris au bureau national du Parti socialiste auquel j'assistais, eh bien, les deux groupes ont décidé d'être présents. Alors, lors de ce congrès, il débattra notamment les grandes lignes de son plan pauvreté. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends une volonté d'équilibre. Vous savez, Emmanuel Macron a été élu sur deux idées, puis il en a rajouté une troisième. Libérer, protéger, unir. Libérer, ça on voit. On voit les procédures d'une politique très très libérale. La protection, allez dire ça aux personnes âgées qui payent aujourd'hui la CSG, allez dire ça aux contrats aidés qui vont voir perdre leur contrat parce que les contrats vont être supprimés, notamment en 2019, après toute une série de chutes en 2017 et 2018. Allez parler aux quartiers populaires qui n'ont plus de perspective en matière de politique de la ville. Protéger, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, et donc j'ai entendu le président Macron à la mutualité. Très bien, il y a des choses intéressantes, mais il faut des actes. Patrick Caner, là je voudrais m'adresser à l'ancien président du département du Nord. Est-ce que vous auriez signé le pacte de confiance que l'État impose, selon certains, aux collectivités territoriales? Il y a une fronde aujourd'hui. Je vais vous répondre. Pour limiter la hausse de leurs dépenses. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la démarche un peu... vous connaissez les Horace et les Coriaces, vieille racine, sans jeu de mots. Moi, j'aurais préféré les Horace et les Coriaces. C'est-à-dire résister. Vous reprochez aux 70% de collectivités qui ont signé de l'avoir fait. Je ne leur reproche rien. Elles avaient le couteau sous la gorge. C'est vrai que nous-mêmes, nous avons baissé les dotations aux collectivités parce qu'il fallait rétablir les comptes de la nation, et nous l'avons fait avec un déficit qui est aujourd'hui en dessous de 3%. Nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait dans la clarté. Là, c'est le nœud coulant. C'est venez à moi avec votre nœud coulant, votre robe de bure, et nous allons vous dire comment il faut faire. C'est la fin d'une forme de décentralisation qui laissait la liberté finalement aux collectivités. C'est le préfet qui devient une sorte de censeur sur les dépenses de ces collectivités. Ces collectivités qui ont signé, je ne leur reproche rien, il y en a de gauche. La ville de Lille, la ville de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord l'ont signé. Il y en a de gauche, mais elles l'ont fait parce qu'elles ne voulaient pas perdre d'argent. Donc si c'est ça la relation entre l'État et les collectivités, eh bien on est en train de vivre un retour en arrière exceptionnel sur le plan historique. Et les associations d'élus ont bien fait de claquer la porte de la conférence des territoires? Elles ne viendront pas. Il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut absolument rééquilibrer cette relation. En tout cas, pour répondre à la question, M. Fabre, que vous m'avez posée, si j'avais été encore président du Conseil général, je n'aurais pas signé. Je sais les risques que je faisais peser sur le plan financier au département, mais nous aurions négocié. Il nous reste très peu de temps pour parler des municipales à Lille. Vous me voyez venir. Votre collègue Martine Filleul vous a demandé de prendre contact avec Martine Aubry. Est-ce qu'il y aura une rencontre au sommet, Caner-Aubry Elle est programmée. Ah, on peut avoir une date ? Vous n'aurez pas de date. Je vais être tranquille. Avant l'été ? Pendant l'été ? Ce sera effectivement pendant l'été. Elle est programmée. Martine Filleul est dans son rôle quand elle demande à rapprocher les points de vue. Vous savez, Martine Aubry et moi, nous avons des points communs. Ils sont rapprochables ? Nous avons des points communs. Nous sommes tous les deux socialistes. Nous voulons que le Beffroi reste à gauche. Nous ne voulons pas de remise en cause des acquis de tant d'années de progrès social dans cette ville. Donc, je pense que nous devons travailler ensemble, que nous devons progresser ensemble, et chacun aura la place qu'il doit avoir au moment des municipales. Vous êtes ancien ministre, vous êtes aussi ancien ministre des Sports. Vous parliez des coriaces tout à l'heure à propos de la conférence des territoires. Alors l'équipe de France, c'est des coriaces. Qu'est-ce que vous leur
Qu'est-ce que vous leur imaginez comme destin? 2-0. Ah, carrément, là, vous y allez. Contre l'Uruguay? Contre l'Uruguay. Ah, vous y allez. Pronostic de leur mise espoir. Écoutez, une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Voilà, il y en a déjà 4 de passés avec succès, ou quasi-succès. Voilà, le 5e arrive vendredi prochain à 16h. Il va y avoir beaucoup de monde devant la télé à 16h. Je vais sûrement aussi au Public Sénat. Voilà. J'étais un peu déçu de la phase de poule, mais l'équipe de France, je la connais un peu. C'est un diesel. C'est pas très à la mode, les diesels. Mais voilà, il faut du temps. Et là, je crois qu'ils sont partis maintenant et ils seront difficiles à arrêter.